les amis, l'équipe Facebook, comment vous allez? Je vous laisse arriver. Faites-moi un coucou quand vous êtes là. On va encore parler d'une croyance limitante aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a un décalage entre le moment où vous vous connectez et puis le moment où je vous vois, donc je vous laisse encore quelques secondes, voire quelques minutes. Et faites-moi signe quand vous êtes là surtout. Alors les amis, on va y aller. Faites un petit coucou. Je vois qu'il y a du monde, mais je vois pas de commentaires. Alors, bon, bienvenue dans ce live. On va parler de croyances limitantes, d'une croyance extraordinaire qui, dans la majeure partie des cas, vous pousse à l'épuisement, au burn-out, à l'angoisse, à l'anxiété, à l'hyper-investissement. Toutes ces bonnes choses. Déjà, je voudrais redire merci à toutes les filles qui étaient là à la masterclass. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos messages, vos retours. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous lire. J'ai répondu à qui j'ai pu. Si vous n'avez pas eu de réponse de ma part, ça viendra. Promis. Donc, merci à toutes. Alors, déjà, je suis dans le défi de Facebook Live une fois par jour. Un Facebook Live par jour. Et quand j'ai annoncé ce défi officiellement hier, j'ai eu des retours du genre, mais comment tu vas faire pour avoir un truc à dire tous les jours? C'est pas possible, etc. Faut que vous sachiez que... j'ai toujours eu dans mes bulletins la même mention. J'ai toujours eu mes bulletins avec une superbe mention. Cette mention, c'est bavarde. Trop de bavardage. Donc, j'ai toujours eu ça dans tous mes bulletins, dans toute ma scolarité. Du coup, je me suis dit... Au début, j'ai flippé, je me suis dit, c'est vrai ça, mais est-ce que je vais tenir mon engagement? Est-ce que j'aurai un truc à dire tous les jours? Et en fait, je me suis rappelé, coucou Virginie, je me suis rappelé que j'ai toujours été bavarde et qu'en fait, il n'y avait pas de raison que j'ai rien à dire. Et je ne sais pas si ça vous arrive à vous d'avoir absolument rien à dire, mais ça m'étonnerait. Et puis ensuite, je me suis dit, punaise, quand la mounia d'avant quand même, parce que là j'ai quand même fait pas mal de progrès de ce côté-là, quand j'étais dans des cercles de commérage, on trouvait toujours quelque chose à dire. Et que même quand il n'y avait rien à dire, qu'il n'y avait absolument rien à juger, rien à critiquer, on allait se trouver un truc à juger et à critiquer. Donc pourquoi ça ne serait pas possible dans l'amour et la bienveillance aussi? Pourquoi ça ne serait pas possible dans le positif? Donc pour moi, quand on veut dire des choses, on a toujours des choses à dire. Et puis on peut toujours trouver quelque chose à dire. Et puis en même temps, ce que je vous transmets, c'est de ma vie de tous les jours aussi. C'est ce que je vis. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a du bavardage. J'ai fait mon métier de ce bavardage. Comme quoi, j'aimerais bien retrouver mes professeurs qui me faisaient ces remarques et ces reproches pour leur dire que j'en ai fait mon métier et que je vis du métier de bavarde. Voilà, bavardage, c'est cool. Alors, en fait, les amis, de quoi je voudrais vous parler ce soir, c'est de l'épuisement. L'épuisement. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont, moi, fait un déclic. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Donc, la première chose, c'est la loi de Pareto. Vous avez sûrement entendu parler de cette loi. On dit aussi que c'est la loi du moindre effort. On l'appelle aussi la loi du 80-20. Et en fait, quand je l'ai comprise,
et que je l'ai intégrée et que je l'ai vraiment mise en place dans ma vie, je peux vous dire qu'elle a sauvé beaucoup de situations dans ma vie. Vraiment. Et elle m'a évité l'épuisement, justement. Je suis sortie de cet épuisement. Pourquoi? La loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que tout le temps, dans votre vie, en fait, il n'y a que 20% des tâches qui vous apportent 80% du résultat. Alfredo Pareto, moi je ne vais pas vous faire l'historique. Salam alaikum. Je vais pas vous faire l'historique. Je vais pas vous faire l'historique de la loi de Pareto. Mais en fait, Alfredo Pareto, il a dit, c'est un économiste, et il a remarqué que 80% des terres, des richesses, sont toujours partagées entre 20% de la population seulement. Mais en fait, sans rentrer dans les détails de l'économie, on s'en fiche, on n'a pas besoin de ces mots un peu trop compliqués, trop techniques. Mais cette loi-là, vous la mettez en application dans votre vie, au quotidien, tout le temps. Je vous donne un exemple concret. Il n'y a que 20% des situations dans votre journée qui vous demandent 80% d'efforts. Et il n'y a que 20% de votre effort qui va vous apporter 80% du résultat. Par exemple, même dans votre garde-robe, vous allez voir que vous mettez toujours que 20% des habits, dans 80% des cas. Les autres 80% des habits ne sont pas utilisés. Ça va être les habits au cas où. Au cas où il y a une fête, au cas où je grossis, au cas où je maigris, au cas où il fait froid, au cas où il fait chaud, au cas où je suis pas de bonne humeur, etc. Vous voyez, et en fait, cette loi de Pareto, vous pouvez vraiment l'utiliser tout le temps. C'est-à-dire que toutes les tâches qui vous demandent un investissement personnel, vraiment, qui vous demandent des efforts, qui vous demandent de l'énergie, qui vous demandent... vous voyez, il y a des tâches dans la journée, vous n'avez pas envie de les faire et ça va vous demander un effort mental et physique. Et si vous prenez toutes ces tâches-là que vous avez sur votre to-do list, il n'y a que 20% de ces tâches qui vont vous apporter 80% du résultat que vous attendez dans votre journée. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire que 80% des tâches sont épuisantes inutilement. Donc si je devais vraiment résumer et faire une conclusion super rapide et prendre un raccourci, je vous dirais qu'on s'épuise parce qu'on fait des choses inutiles la majeure partie du temps. Alors ça peut vous déclencher là émotionnellement, vous allez vous dire mais n'importe quoi, mais bien sûr, je fais le ménage, je fais à manger, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça. Ok, on va faire taire le mental 2 minutes parce que c'est un fait. Et je vais vous parler d'autres choses plus profondes, comme les croyances par exemple, qui vont vous montrer à quel point on s'épuise pour pas grand-chose. D'accord? Donc, je vous donne encore un exemple. Dans ma vie de tous les jours, moi, à l'époque, j'avais l'habitude de dire purée, les enfants, les 3, ils me fatiguent, et puis c'est dur la journée, toute la journée avec les enfants, etc., c'est fatigant. Et pour ceux qui ont des enfants, vous vous dites sûrement la même chose. Seulement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai découvert cette loi de Pareto, et que je l'ai vraiment comprise et intégrée, et que je l'ai mise en pratique dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, mes enfants n'avaient pas besoin de moi toute la journée. Ils avaient besoin de moi que dans 20% des situations, que dans 20% du temps. Que dans 20% du temps. Alors qu'avant, je m'épuisais avec les enfants. En fait, j'étais H24 avec eux, alors que eux, en fait, ne me sollicitent que dans 20% du temps. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je passe 80% de mon temps avec eux, alors qu'ils n'ont besoin que de 20%. Ils n'ont besoin de moi que dans 20% du temps. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est que dans votre vie, il y a des situations qui ne vous demandent de l'attention vraiment majeure que dans 20% des cas. Et les enfants, c'est pareil. Mes enfants, je sais qu'il y a un moment dans la journée où j'ai vraiment besoin d'être là, j'ai vraiment besoin de leur donner de l'attention, j'ai vraiment besoin de leur donner du contact visuel, parce que c'est que à ce moment-là qu'ils ont vraiment besoin de moi. Et si je leur donne pas tout ça, ça va m'épuiser 80% de mon énergie.
Alors que si je donne ces 20% d'énergie, de mon énergie, dans ces 20% de situations, eh ben ça m'apporte 80% du résultat, parce que le reste du temps, ils n'ont pas besoin de moi. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais je vois pas de commentaires. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous parle, cette histoire du 80-20? Est-ce que vous connaissiez? Par exemple, dans le monde de l'industrie, on va dire l'industrie automobile, les ingénieurs se sont rendus compte qu'il n'y a que 20% des erreurs qui génèrent les 80% des retours de clients ou de la sollicitation au service après-vente, etc. Il n'y a que 80%, que 20% des erreurs commises qui vont endommager le matériel, qui vont faire que le matériel ne fonctionne pas, que la voiture ne fonctionne pas, que la voiture ne soit pas utilisable. Ça veut dire que si on prend tous les ingénieurs et on leur demande de se focaliser que sur ces 20% d'erreurs, le chiffre d'affaires va peut-être augmenter de 80%. Parce que c'est ça qui fait que il y aura plus de problèmes de construction ou de problèmes de manufacture. Ça, c'est vraiment valable dans tout. Donc, quand on s'épuise, ça veut dire... Coucou Latifa! Ça veut dire que on passe 80% de notre énergie physique et mentale dans des choses qui ne nous apportent pas grand-chose comme résultat, qui ne nous apportent que 20% du résultat. Est-ce que vous suivez bien ça? Parce que ça, c'est important. Moi, je sais que ça a changé pas mal de choses dans mon quotidien. Par exemple, avant, je me disais, moi, j'ai un mental envahissant. Et en fait, quand je travaille, j'aime bien travailler sur du propre. C'est-à-dire que devant moi, ça doit être nickel. Mon bureau doit être nickel, doit être rangé. Vraiment, tout doit être ordonné. Du coup, avant de me mettre au travail, qu'est-ce que je faisais? Je faisais le ménage dans toute la maison pour que ce soit nickel partout, pour que je me dise c'est bon, maintenant c'est propre devant, du coup c'est propre dans ma tête, c'est ordonné dans ma tête et maintenant je peux travailler. Et en fait, quand j'ai découvert cette loi, ça a tout changé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais pas besoin de ranger toute la maison pour me mettre au travail et en plus finir épuisée avant de me mettre au travail parce que faire le ménage dans toute une maison, c'est épuisant. Et puis après, j'ai plus d'énergie pour mon travail. Du coup, j'ai constaté que je pouvais juste ranger mon bureau et ranger l'espace où j'étais, c'est-à-dire les 3 mètres carrés où je travaille. C'est-à-dire que là, c'est juste mon bureau et la pièce où je suis. Et ça m'apporte 80% du résultat, c'est-à-dire que c'est rangé devant moi, c'est rangé dans ma tête et j'ai de l'espace et de l'énergie pour faire mon travail. Ça change tout, les amis. Ça peut vous paraître naze, mais ça change vraiment tout. Oui, alors Virginie, en fait, je vais en parler là parce que je vais te donner des exemples et tu vas réussir à identifier ce qui est important et urgent, justement. Important et urgent. Important pour toi et urgent pour toi ou pour le développement de ton entreprise ou pour ton travail, pour ta famille, etc. Je vais te donner des exemples parce que moi aussi, j'ai eu vraiment du mal à me dire, mais attends, qu'est-ce qui est utile, inutile, important, urgent, qu'est-ce que je peux déléguer, mais j'ai identifié ces choses-là. Du coup, alors comme moi, sinon ma concentration n'est pas au top et ça me stresse. Ouais, mais tu vois, Latifa, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on se met dans des cases. En fait, moi, je partais avec le principe que j'avais un mental envahissant. Donc, ça faisait partie de mon identité. Donc, j'adaptais le comportement de la personne qui a un mental envahissant. Et du coup, juste le fait que je me dise que c'est moi et que c'est comme ça et que j'y peux rien, ça me faisait adopter un comportement que je n'avais pas envie, en fait, tu vois, d'avoir. Alors que quand on sort de ces étiquettes, justement, et qu'on se dit pas, moi, j'ai besoin d'eux, tu peux te dire, moi, je choisis d'eux. Je choisis d'avoir un bureau propre et ordonné pour pouvoir me concentrer. Déjà, ça change tout, tu sais, plutôt que de se dire, moi, il me faut ça et ça et ça pour travailler, sinon j'y arrive pas et tout. Et ça fait tout de suite, justement, une inondation de négation au cerveau et du coup c'est épuisant. Et ça j'allais en venir dessus tout à l'heure aussi. Alors comme vous le savez, je prépare très rarement mes lives et du coup j'ai pas une structure, ça vient comme ça vient, mais j'ai noté des mots-clés quand même pour pas oublier. Vous savez, il y a des personnes,
En fait, la flemme, ça n'existe pas. La flemme, ça n'existe pas, Latifa. Tu sais, on a tous des moments de up et des moments de down, des moments de grosse motivation et des moments de pas de motivation du tout, des moments de grosse euphorie et des moments de ras-le-bol et de déprime. Tu sais, on a tout ça. Tous. C'est notre cerveau, en fait. C'est notre cerveau. Il y a plein de choses qui sont en jeu. Et justement, ce que je veux vous dire, c'est que la fatigue physique de laquelle je vous parle, ouais, non, mais c'est ça. La fatigue physique de laquelle je vous parle a son origine dans la fatigue mentale. Elle n'est que la conséquence de la fatigue mentale. En fait, il n'y a pas de fatigue physique. On est fatigué physiquement parce qu'on est fatigué mentalement. C'est une conséquence. Vous voyez, c'est pas la source. Notre épuisement, quand vous dites un burn-out, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu une dépression, ne serait-ce qu'une déprime lourde. Bref, on a tous vécu des moments comme ça où, ça y est, voilà, tout est noir, on a envie de rien faire, il n'y a pas de sens dans notre vie, on est fatigué, voilà. Et du coup, ça vient quasiment toujours d'une fatigue mentale. Parce que, rappelez-vous le nombre de fois où vous avez dit « Ah, mais purée, je suis fatiguée, mais je comprends pas, pourtant j'ai rien fait aujourd'hui. » Ben si les amis, ce que vous avez fait, c'est que vous avez ruminé, c'est que vous avez peut-être jugé des gens, hein, je m'inclus dedans bien sûr, c'est que peut-être il y a eu des critiques, c'est peut-être qu'il y a eu de la culpabilité, c'est peut-être que vous avez procrastiné et du coup vous avez culpabilisé parce que vous avez justement procrastiné et c'est ce qui fait que vous n'avez rien fait de votre journée. Vous savez, peut-être que vous avez eu des peurs dans la journée, que vous avez ruminé. Vous savez, on a 50 000 pensées par heure et 98% d'entre elles sont les mêmes qu'hier, que celles d'hier. Donc, ça rumine, ce qu'on rumine aujourd'hui, on va le ruminer demain et après-demain. Sauf si un jour, on prend le contrôle dessus et on conscientise ça et on arrive à stopper le mental. Mais en fait, si vous voulez... c'est quand vous faites des suppositions, que vous prenez les choses trop à cœur, quand on vous fait une remarque ou un reproche et que ça cogite, et que vous prenez les choses personnellement, et voilà, et qu'ensuite il y a les angoisses, l'anxiété, les doutes, les peurs, tout ça. Mais ça, c'est de la fatigue cérébrale. Le cerveau, il continue. Donc vous avez beau dire, je comprends pas, je suis fatiguée, mais pourtant j'ai rien fait aujourd'hui. Ou je comprends pas, je suis fatiguée, mais pourtant j'ai dormi toute la nuit. Ça veut absolument rien dire. Parce que quand le mental continue à tourner, votre nuit, elle se passe pas bien. Même si vous avez dormi 12 heures, vous n'avez jamais été réellement dans un sommeil réparateur. Donc la quantité d'heures de sommeil ne veut absolument rien dire. Ne comparez jamais à ça parce que ça va que vous faire rentrer dans la frustration, la culpabilité, l'incompréhension, l'impuissance, l'abandon et le rejet de toute alternative possible. Vous voyez, donc ne comparez jamais. Vous êtes fatigué, ok, il y a de la fatigue mentale. Le mental, il a besoin de s'apaiser. Le mental, il a besoin de silence. C'est comme les personnes qui me disent, moi, quand je rentre du travail, j'ai besoin de décompresser. Et en fait, leur façon de décompresser, c'est quoi? C'est d'aller sur le téléphone ou de se mettre sur l'ordi ou de regarder la télé. Mais il faut bien comprendre que c'est en aucun cas un moyen de décompresser. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Et j'ai vraiment eu du mal à comprendre ces choses-là. Et là, je pense que ça va quand même résonner en vous parce que je pense qu'on vit tous ça. On pense qu'aller sur Instagram, Twitter, peu importe. Moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas ça. Mais voilà, j'utilise beaucoup Facebook pour mon travail. Mais c'est tout. Mais ça m'a pris du temps. Vous voyez, pour en arriver là et comprendre ça. Mais peut-être que ça a été plus facile pour moi parce que j'ai jamais été réseaux sociaux. Je les utilise vraiment pour mon travail et pour m'informer. Et je suis une boulimique de connaissances aussi. Il faut que j'arrête ça. Mais coucou Julie. Mais voilà, en fait, tant que votre cerveau est en train d'absorber, d'emmagasiner de l'information, il n'est pas au repos. Et du coup, ça vous engendre une fatigue physique aussi. Parce qu'après une journée de travail stressante, vous continuez à stresser votre cerveau avec des informations inutiles. Vous voyez, et là, quand vous regardez ce live, vous emmagasinez une tonne d'informations. Et encore, c'est juste un live, c'est de moi à vous, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de flash, il n'y a pas plein d'images qui bougent, quoique, là. Mais ça stimule.
Ça stimule votre cerveau. Et alors quand vous vous mettez sur la télé, en train de regarder la télé, qu'il y a une tonne de pubs, une tonne d'images, une tonne de couleurs, ça va dans tous les sens, des voix, des sons, des intonations, etc. Vous continuez à épuiser le cerveau. Alors qu'en fait, en réalité, pour décompresser, le cerveau n'a besoin que de ça. Juste ça. En fait, le silence. Et je sais que moi, si ça peut vous aider, j'ai jamais été dans le silence jusqu'à ce que j'ai compris ça. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'était vraiment primordial pour ma bonne santé mentale. Parce que avant, dès qu'il y avait un moment de silence, il fallait que je le comble. C'est-à-dire que je suis dans la voiture, je peux pas rouler en silence. Je vais mettre un podcast, je vais mettre une téléconférence, je vais mettre un webinaire, une vidéo inspirante. Alors vous me direz, c'est bien. Effectivement, c'est bien, ça me motive, ça me met en joie et tout. Mais le silence, c'est important. Et c'est vraiment important de se l'intégrer dans votre quotidien. Un moment de silence, 10 minutes, 15 minutes, où vous êtes dans le silence. Et ce que j'avais remarqué aussi, c'est que j'avais du mal à être dans le silence parce que j'avais pas envie d'aller à la rencontre de ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. Alors, si vous n'êtes pas dans le développement personnel et que vous regardez ce live, vous allez me prendre pour une folle, c'est sûr. Mais c'est ok. Je suis ok avec ça. Mais je sais que la majorité d'entre vous aujourd'hui savent ces choses-là, donc ça va, c'est cool. Mais je suis ok avec quoi que vous pensiez. En tout cas, moi, je vous partage ce qui a vraiment changé des choses dans ma vie. Le moment de silence, c'est super important. Et en fait, j'avais du mal à laisser le silence prendre place dans ma vie parce que le silence veut dire que vous allez aller en profondeur dans votre tête, aller voir ce qu'il s'y passe, ressentir des choses peut-être dans votre corps et voir ce qu'il s'y passe, écouter votre langage interne et voir ce qu'il s'y passe. Et du coup, vous allez venir camoufler tout ce dialogue entre toutes les personnes là dans votre tête qui se mettent sur une table ronde pour discuter. Ça s'appelle vos 4 cerveaux. Et vous allez venir, c'est comme si vous aviez toujours un bruit de fond chez vous et que vous veniez le camoufler avec de la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos, mais en même temps, vous savez que c'est pas reposant ce que vous allez entendre. Vous savez que ça va vous mener quelque part où vous n'avez peut-être pas envie d'aller. Et c'est pour ça que vous venez le camoufler. Mais en fait, tout ce que vous vivez dans le silence a besoin d'être entendu. Et du coup, je suis en train de faire un live dans une toute autre direction. C'était pas prévu de parler du silence, mais bon. Le silence, il a aussi besoin d'être entendu et j'aime bien cette phrase. Le silence, dans votre tête et dans votre corps, a besoin d'être entendu. On va dire que c'est l'inspiration de la soirée. J'aime bien cette phrase, franchement. Ouais, voilà, comme les acouphènes. Ouais, c'est pas copine avec le silence non plus, tiens donc. Et donc, voilà, donc croire que vous décompressez après une journée difficile en vous mettant sur un écran, c'est vraiment être dans une erreur qui va avoir des effets quand même néfastes, même sur votre sommeil, même sur vos enfants, votre entourage, vos relations. Parce que ce que j'ai remarqué vraiment, par rapport à mes enfants, là je vous dis par rapport à mes enfants, et ça je l'ai remarqué il y a quelques mois seulement, et pareil, ça m'a sauvé la vie. Parce que mes enfants, je me suis rendu compte que les moments où je m'énervais contre eux, où je râlais contre eux, où ils venaient me montrer quelque chose, et puis moi j'étais là, oui, c'est beau, oui, j'ai vu, oui, c'est bon, allez, vas-y, va faire tes devoirs, oui, c'est bon, allez, vas-y, va faire ça, juste pour qu'ils me laissent tranquille, en gros, je me suis rendu compte que c'était juste parce qu'il y avait du bruit dans ma tête. En fait, il y avait déjà du bruit dans ma tête, et quand ils venaient, je râlais contre eux, je leur criais dessus pour qu'ils partent, mais en fait, c'était pas eux qui faisaient du bruit. Le bruit était déjà dans ma tête. Dites-moi si ça résonne en vous maintenant. Parce que si vous criez sur vos enfants, la prochaine fois, essayez de conscientiser ces moments-là où vous leur criez dessus. Et je vous assure que moi, dans quasi 100% des cas, je me suis rendu compte qu'ils m'énervaient, que ça me titillait quand ils venaient tous me parler et tout, parce que j'étais en train de discuter dans ma tête. J'étais pas dans le moment présent. Parce qu'ils sont là, eux, à me parler, mais moi, je suis pas là.
Parce que mon mental, il est déjà ailleurs, il est déjà en train de penser à ce qu'il va faire tout à l'heure, et puis après, en train de planifier la soirée, la nuit, le lendemain, dans les rendez-vous de la semaine prochaine, les activités, et puis qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on fait à manger, etc. Je vous assure que quand vous conscientisez ça, et que vous faites taire votre mental plutôt que vos enfants, ça change tout. Ça change tout. Et maintenant que j'arrive justement à comprendre ce qui est important et urgent, et c'est où que je dois placer 20% de mon énergie pour avoir 80% du résultat, ça change tout. Juste par rapport aux enfants, ça donne des enfants calmes, des enfants apaisés, des enfants sereins. Et puis, moi, j'ai du temps pour eux, parce que quand je suis avec eux, je suis avec eux. Je vous assure que s'il fallait que je laisse la cuisine dans son état, même si ça me dérange, eh ben je vais laisser la cuisine dans son état, mais ce moment-là avec eux, je sais qu'il va beaucoup m'aider après moralement, parce que justement, ils seront calmes, et puis moi aussi, puis ils auront eu... je leur aurai rempli leur réservoir affectif, ils auront eu l'attention qu'ils désiraient, et du coup, après, je peux vaquer à mes occupations. Mais c'est important de reconnaître ces moments-là. Ouais. Donc le mental, quand il est pas dans le moment présent, c'est ce qui va vous épuiser physiquement. Maintenant, la matrice d'Eisenhower, si vous n'avez pas entendu parler de cette matrice-là, de cette méthode qui vous permet de reconnaître ce qui est important et ce qui est urgent. En fait, ce qui est important et urgent à la fois. C'est de ça qu'on va parler, ce qui est important et urgent à la fois. Parce que il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Donc oui, il faut les faire, mais peut-être pas tout de suite, là, maintenant. Il y a des choses qui sont urgentes, bam, 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 là, tout de suite, mais qui ne sont pas importantes. C'est-à-dire qu'elles ne vous apportent rien à vous, ni à votre famille. En fait, elles ne vont pas vous faire avancer, vous, dans vos projets, quels qu'ils soient. Je vais vous donner des exemples après. Et puis, il y a les choses importantes et urgentes. Et sur ça, qu'on va se focaliser, les choses importantes et urgentes. J'avais bien détaillé ça sur mon groupe privé, il y a quelques semaines, mois, peut-être en arrière. Mais en tout cas, les choses importantes et urgentes. Et il y a les choses non importantes et non urgentes. Ça, c'est vraiment les choses auxquelles je ne touche absolument pas. Elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas urgentes. Voilà. Et vous remarquerez que des fois, vous laissez dans votre to-do list ce genre de choses. Des choses qui ne sont pas importantes et des choses qui ne sont pas urgentes. Mais comme elles sont sur votre to-do list et que vous êtes comme moi et que vous avez un mental qui va à 100 à l'heure, ben, elles deviennent importantes et urgentes parce qu'elles sont écrites. Et comme vous avez envie de respecter vos engagements et de faire tout ce que vous avez écrit, ben, vous allez les faire alors qu'elles sont ni importantes ni urgentes. Et vous mettez 80% de votre énergie dedans alors qu'en fait, on s'en fiche. Elles vont rien vous apporter. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est important et urgent? Important et urgent, c'est toutes les choses que vous allez faire et qui vont vous faire avancer vous. Par exemple, répondre à un email d'une cliente. D'accord? Moi, j'ai mes clientes. Tout ce qui touche à mes clientes, tout ce qui touche à mon entreprise, tout ce qui touche à mon administratif est important et urgent. D'accord? Parce que ça fait avancer mes clientes, donc ça fait avancer mon entreprise, donc ça me fait avancer moi et tout ça, tout ça. Je ne peux pas laisser mes clientes en suspens. Par exemple, je fais une formation et puis j'ai besoin de travailler sur quelque chose pour améliorer mes relations avec mes employés ou mes relations avec des personnes ou peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait avancer moi dans mes projets. Ça peut être quelque chose qui me fait avancer dans mes relations avec mes enfants, justement, ou dans la famille, ou peu importe. C'est à vous d'identifier ça. D'accord? Qu'est-ce qui est important et urgent pour vous? Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui est urgent mais qui n'est pas important. Ce qui est urgent mais qui n'est pas important, c'est tout ce que vous allez recevoir comme truc à faire, comme tâche, comme email, comme coup de fil, comme texto, peu importe, comme notification, qui va vous déclencher l'urgence en vous, mais en fait, ça ne va rien vous apporter, c'est pas important. Ça ne va pas vous faire avancer, vous. Par exemple, vous vous réveillez, vous avez 29 notifications Facebook. Parmi elles, il y en a 20 qui ne vont absolument rien vous apporter. C'est quelqu'un qui a commenté sur le post de quelqu'un sur lequel vous aviez commenté il y a 2 mois, par exemple. Ça
Ça va absolument rien vous apporter. Par exemple, vous allez recevoir 3 emails de quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux répondre à cette question? J'arrive pas à trouver la réponse, nanani, nan. » D'accord? Ça, c'est urgent parce que la personne, elle est dans l'urgence. Mais vous êtes dans les projets des autres, pas dans les vôtres. C'est urgent parce que la personne veut une réponse urgente, donc c'est urgent pour elle et ça vous déclenche l'urgence en vous, mais c'est pas important parce que ça ne vous fait pas avancer vous. Alors les amis, je vous dis pas d'être égoïste et de faire que les choses qui vous font avancer vous. Je vous dis de faire le tri et de gérer les choses qui ne vous font pas avancer. Donc cette personne qui va vous dire j'ai besoin de cette réponse parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, je vous assure que si vous laissez passer la journée, elle va trouver la réponse par elle-même. Ça, je l'ai expérimenté maintes fois. Au début, j'étais au taquet à répondre à tout le monde pour aider tout le monde. Sauf que tu t'épuises. Tu t'épuises, tu peux pas. Tu peux pas, t'as beau être gentil, t'as beau avoir envie de rendre service, t'as beau avoir envie de dire oui à tout et tout, mais tu peux pas. Et ça fait partie des choses qui vous épuisent, les amis, et qui vous mènent au burn-out. Et on va voir c'est quoi les croyances qui se cachent, qui se cassent derrière ça. Ouais, c'est clair qu'elles doivent se casser après ça en fait. Mais voilà, est-ce que vous avez compris la différence entre important et urgent et non important? Est-ce que c'est clair ça? Ce qui est urgent, c'est tout ce qui vous déclenche l'urgence. Mais après, vous devez voir est-ce que c'est important. Et ce qui est important, c'est tout ce qui vous fait avancer vous dans votre projet à vous. Donc, vous n'êtes pas dans les projets des autres. Ensuite, si c'est urgent, c'est à faire tout de suite. Si c'est pas urgent, ça peut attendre, mais vous fixez une deadline, vous fixez une date. Maintenant, ce qui n'est ni important ni urgent, soit vous laissez tomber, soit vous déléguez. Petite piqûre de rappel, oui, ça résonne. Ouais, ben voilà. Donc, faire le tri là-dedans. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, c'est que j'ai arrêté de faire des to-do list comme ça. J'ai réduit mes to-do list à genre 3-4 tâches maximum qui sont importantes et urgentes. Et le reste passe après. Je ne consulte plus mes emails dès que je me réveille. Je ne consulte plus mes emails quand je vais me coucher. Je consulte mes emails aux alentours de 11h. Ou je consulte mes emails aux alentours de 16h. Mais en tout cas, j'ai un créneau où je consulte mes emails, sauf quand je suis en période de lancement d'un programme parce que j'ai besoin de répondre aux gens. Du coup, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire pour limiter votre épuisement mental. Donc les to-do list comme ça, franchement les filles, ça sert à rien. Vous choisissez les 20% des tâches là-dedans qui vont être importantes pour vous et urgentes pour vous. Et c'est celle-là que vous priorisez. Et vous verrez que les autres vont tomber en place toutes seules automatiquement. Les tâches qui me prennent moins de 2 minutes à réaliser, je les fais tout de suite. Et puis les autres, je vois, est-ce que je peux déléguer? Je délègue même à mes enfants des tâches. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des choses qu'on peut déléguer, mais auxquelles on ne pensait même pas avant. On ne pensait même pas déléguer ces choses-là. Donc ça, c'est important. L'important et le urgent. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est une stop list. Donc, je vous en ai un peu parlé. Une stop list, c'est quoi? C'est le contraire de la to-do list. Vous voyez, moi, je fais les choses à l'envers. J'aime bien marcher sur la tête. C'est le contraire de la to-do list, en fait. Je me suis dit, mais à chaque fois, j'ai une tonne de choses sur ma to-do list et puis, obligatoirement, je peux pas tout finir. Il n'y a que 24 heures et encore. Et en fait, les choses que je fais pas aujourd'hui, elles se reportent au lendemain avec les nouvelles choses et on n'en finit jamais. Et puis, on est dans cet épuisement parce que ça continue, ça continue. Et en plus, on perd confiance en nous parce qu'on n'a jamais l'impression d'arriver au bout des choses. Et puis, on se met à procrastiner et puis on se met à culpabiliser. Du coup, je me suis dit, je fais une stop list. C'est quelles sont les choses que je dois arrêter de faire, que j'aimerais arrêter de faire, que je choisis d'arrêter de faire pour trouver et pour laisser de la place aux choses qui sont réellement importantes et urgentes. Donc, je vous laisserai le soin de faire le tri dans vos tâches, dans ce que vous pensez être important, dans ce que vous pensez être prioritaire, pour que vraiment vous commenciez à vivre en fonction de vos priorités à vous. Et arrêtez de vous approprier les priorités des autres. Arrêtez d'absorber
les émotions et les ressentis des autres. Vous voyez, oui, ça peut paraître facile à dire. Oui, je sais. Oui, je sais que pour les personnes à haut potentiel, il y a toutes ces caractéristiques qui nous disent que nous, on est plus dans tout. D'accord. Mais si on sortait de cette case-là quelques minutes, on verra qu'on est même plus dans la résolution de problèmes et dans la recherche de solutions. En fait, il faut commencer à réaliser que ce potentiel-là, il peut être utilisé autrement. Pour vous et pas contre vous. Vous voyez? Donc l'hypersensibilité, le mental envahissant, tout ça, oui, c'est prouvé, c'est observé. Pareil, par IRM, on le sait que le fonctionnement du cerveau est différent. Mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné à rester comme ça tout le temps. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Alors souvent je dis le syndrome de l'imposteur n'existe pas. Et ça déclenche vraiment les gens, ça. Mais en fait, le syndrome de l'imposteur, par exemple, ce n'est rien d'autre que le manque d'estime de soi. Tout simplement. Donc on travaille l'estime de soi, on travaille la confiance de soi, on se sent légitime dans ce qu'on fait. Vous voyez? Mais ça se travaille. Et pareil, la procrastination, pour moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, la procrastination, c'est une pathologie à proprement parler. On parle plutôt, point de vue neurosciences, on parle plutôt de remise à plus tard. D'accord? Parce que la procrastination, c'est plus lourd. C'est vraiment procrastiner tout dans sa vie, tout le temps, quitte à subir des conséquences vraiment dramatiques. Donc, c'est pas ça. C'est la remise à plus tard. Le fait de remettre à plus tard, moi j'aime pas quand on dise cette personne elle procrastine ou quand quelqu'un dit je procrastine tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu remets à plus tard, c'est que tu as perdu le sens dans la chose. C'est que aujourd'hui, tu as une certaine source de démotivation. C'est qu'aujourd'hui, tu es fatigué ou tu es épuisé, etc. Donc c'est pas la procrastination. Ne vous collez pas des étiquettes comme ça parce que ces étiquettes-là vont vous empêcher d'atteindre des choses, vont vous empêcher d'avancer et vont vous empêcher même de penser qu'il y a des solutions en fait. C'est grave de penser comme ça. Et ça, ce sont les choses sur lesquelles j'ai ouvert les yeux et qui m'ont vraiment soulagée. Et voilà, j'ai pas l'impression maintenant de m'épuiser, j'ai pas du tout l'impression d'avoir la même vie qu'avant en fait. Je me suis soulagée, mais c'est qui l'a fait? C'est moi. Il y a personne qui va le faire pour vous. Quand vous avez un mental envahissant, vous aimeriez que tout le monde soit comme vous aimeriez que tout le monde soit speed, que tout le monde fasse les choses, que voilà, que c'est tac, c'est bon, vous voyez les trucs et tout. Mais les gens, même les gens qui vivent avec vous, ne peuvent pas être comme vous, forcément. Donc plutôt que de vous épuiser à attendre des autres qu'ils soient comme vous, regardez où est-ce que vous pouvez focaliser 20% de votre énergie pour apaiser votre mental à 80%. Je voulais vous dire quelque chose. Quand vous êtes drivé par la peur, vous savez, par exemple, quand vous avez peur de sortir de votre zone de confort, ça vous arrive tous les jours pour tout. Ça nous arrive tout le temps, vous voyez, des peurs. Si moi, je commence à travailler, là, mon travail, si je commence à le faire dans la peur, c'est-à-dire, purée, mais j'ai peur que ça n'intéresse personne ce que je vais dire. Ah, mais j'ai peur qu'on me trouve nulle en live. Ah, j'ai peur que ma masterclass ne se passe pas bien. Ah, j'ai peur. Ça va m'épuiser. Émotionnellement, ça va m'épuiser. Moralement. Du coup, je vais être épuisée physiquement. Et tout ça va se répercuter sur pas mal de choses. Mes émotions, mes comportements, mon environnement, mon sommeil, mon hygiène de vie, ma façon de manger, mon poids. Enfin, ça peut être tout. Vous voyez? Et ça a des conséquences vraiment dramatiques. Quand vous êtes drivé, c'est-à-dire dirigé par la peur, il n'y a rien de pire. La peur, l'angoisse, les doutes, l'anxiété, tout ça, quand vous êtes dans l'anxiété, dans la peur et tout ça, c'est que vous êtes dans le lendemain. D'accord? Vous êtes dans le futur. Tout le temps dans le futur. J'ai peur que, alors que les choses ne sont même pas arrivées. Elles n'arriveront probablement pas. Parce que 89% des peurs ne s'avèrent jamais, ne se réalisent jamais. D'accord? Donc, quand vous êtes dans cet état-là, vous vous épuisez évidemment beaucoup plus. Bien, ça se dit pas ça. Bien plus que si vous étiez dans le moment présent. Parce que pourquoi? C'est logique les amis. On est énergie.
quand on fait une tâche, on a besoin d'énergie pour faire cette tâche. Si on est dans le futur, notre énergie est dispersée dans le futur. Si on est déjà dans demain, l'école, le ménage, les enfants, le travail, les coups de fil, le docteur, le je sais pas quoi et je sais pas quoi, votre énergie se divise dans toutes ces directions. Quand l'énergie se divise dans toutes ces directions, il ne vous reste plus grand-chose en énergie pour la tâche actuelle que vous êtes en train d'effectuer. Donc vous êtes en train de couper un simple oignon pour faire une punaise de simple omelette et vous êtes épuisé parce que votre tête n'est pas devant l'oignon, là, elle n'est pas dans votre omelette, elle est dans la ratatouille de demain et de l'avenir. Je ne sais pas comment vous dire ça en d'autres termes. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On recanalise cette énergie, on se refocalise et on se reconcentre sur la tâche là du moment présent. En se reconcentrant là-dessus, vous allez effectuer cette tâche dans de bien meilleures conditions, sans vous épuiser, et ensuite vous pouvez passer à la tâche suivante. Donc le « je suis multitâche », on oublie le « je suis multitâche ». Oui, tout le monde peut l'être théoriquement. Mais dans quelles conditions? Est-ce que ça vous dit, vous, d'être multitâche alors que vous êtes en train de virer vers le burn-out? Donc, il y a toujours un rééquilibrage à faire et ça passe par ça, par la connaissance des choses, la prise de conscience et ensuite l'action. L'action, les amis. On pense qu'en regardant ces choses, on les comprend. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais je sais ça, moi je me disperse beaucoup. » Mais en fait, le savoir ne suffit pas. J'ai su tellement de choses pendant tellement longtemps, mais ça m'a pas suffi pour changer ma vie. Vous voyez? Le savoir ne suffit pas. Il y a l'action. L'action et l'engagement. Il faut s'engager à changer les choses. Oui, on sait tous qu'on a des croyances limitantes et des fois on croit que ça y est, comme on le sait, comme quelqu'un est venu nous confirmer cette croyance que l'on avait, c'est bon, les choses vont se faire toutes seules. Mais là, je vous ai pas encore dit la croyance. Attendez, ça vient. Donc, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Ah oui, la concentration, voilà. Ne pas vous disperser. Imaginez que votre énergie, c'est une boule d'énergie et que vous avez besoin de 100% de cette boule d'énergie pour effectuer votre tâche du moment présent. Si ça se disperse, si elle explose dans tous les sens, parce que vous êtes ailleurs, vous vous épuisez et c'est ce qui va faire que quand votre enfant va venir vous montrer son dessin, vous allez lui dire « Oh, mais enlève-toi de là, tu m'énerves, c'est bon, j'ai vu, oui, il est beau, allez, tu reviendras après, etc. » C'est ça, c'est quand votre boule d'énergie est dispersée que ça va vous déclencher tout de suite, que vous allez passer de la gestion émotionnelle à la réactivité en fait, la réaction chimique, totale, pure et dure. Parce qu'à l'intérieur de vous, ça bout et ça explose et bien du coup, ça transparaît à l'extérieur de vous. N'oubliez jamais que votre extérieur est le reflet de votre intérieur. Quand j'ai su ça, ça m'a quand même fait un choc. Surtout par rapport aux enfants et tout ça, tout ça. Ça m'a quand même fait un choc. Quand je me disais, mais purée, mais la vie, elle est fouillie, la purée, les trois. C'est toujours le bazar à la maison, les jouets partout, etc. Et que je me suis dit, ma façon de leur parler, de parler avec eux et de ne pas être présente avec eux, que c'était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de moi, ça a tout changé. Parce que là, je me suis d'un coup sentie responsable de ma gestion intérieure plutôt que victime de mes enfants, quoi. C'est quand même ridicule de se sentir victime de ses enfants. Ils sont petits, ils sont innocents, ils n'ont rien demandé. Et je me sentais victime des enfants. Et du coup, les 80-20, la loi du 80-20, la loi de Pareto, je l'ai appliquée dans ça aussi. Vous voyez, quand vous voyez que la maison n'est jamais rangée, parce que c'est juste impossible, vous allez ranger, eux, ils vont venir, ils vont sortir des trucs pour jouer. C'est logique, mais avant, il y a encore quelques années, mais je passais mon temps à ranger après eux parce que j'avais des croyances. Je me disais, mais s'ils évoluent dans un environnement qui est toujours bien rangé, ça va forcément devenir des adultes toujours bien rangés dans leur tête et à l'extérieur de leur tête. Et ça va faire des adultes ordonnés, qui aiment bien l'hygiène de vie, qui sont bien dans leur pompe et tout et tout. C'est des croyances qui nous dirigent. C'est toujours les croyances. Et c'est les croyances qu'on a qui font qu'on impose des choses aux autres. C'est les croyances. Toute notre vie est dirigée par les croyances. Pour vous les amis qui étiez à la masterclass, maintenant vous avez bien compris l'impact des croyances. Dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça.
Du coup, la loi du 80-20, eh ben, je range plus toute la journée. Non, la journée, ben, je joue avec eux, je leur laisse leur truc, ils sont en train de jouer, ils font leur vie. Par contre, je range le soir parce que à quel moment moi je me pose, ben, c'est le soir. Et c'est le soir que j'ai besoin d'une maison propre et rangée parce que c'est à ce moment-là que je me pose et que j'ai besoin de ça. Et quand je range que le soir, ben, j'ai pas passé 80% de mon temps à faire un truc inutile. Et le lendemain, ça reste rangé tant qu'ils sont à l'école. C'est des exemples de ma vie quotidienne qui vont, j'espère, vous apporter un plus. Maintenant, quelle est cette croyance? Ou quelles sont ces croyances qui sont derrière tout ça? Quelles sont ces croyances qui font que vous faites des priorités des autres vos priorités? Quelles sont ces croyances qui font que vous dites oui à plein de choses au point que vous êtes fatigué? Quelles sont ces croyances qui font que vous faites des choses par besoin de reconnaissance? Quelles sont ces croyances aussi qui font que vous êtes une éponge émotionnelle à tout ce qui se passe autour de vous? Mais vous savez quoi? J'ai identifié 2 croyances qui se rapprochent, mais j'ai identifié ces croyances-là. C'est je ne suis aimée que si, 3 petits points, je ne suis aimée que si. Et là, ça dépend de ce que vous faites, vous, dans votre vie. Si vous remarquez qu'il y a des schémas répétitifs, que dès qu'on vous demande un service, vous le rendez, et puis après vous dites, purée, ça m'a tué toute ma journée, parce que, purée, en faisant ça pour les autres, moi, j'ai pas pu faire ça pour moi, etc., etc. Vous êtes dans la culpabilité et tout. Je ne suis aimée que si les autres m'aiment, ou je ne suis aimée que si je fais plaisir aux autres, ou je ne suis aimée que si j'ai de la reconnaissance. La deuxième, c'est je n'ai de valeur que si. C'est la même chose. Et vous pouvez même combiner les deux. C'est je n'ai de valeur que si je suis aimée par le monde extérieur. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous pensez que je suis en train de dire n'importe quoi? Est-ce que, consciemment ou inconsciemment, vous avez cette croyance-là que vous n'êtes aimé, que si tout est parfait chez vous, que si votre maison est toujours bien rangée, que si vous dites oui à tout par peur de rejet, que si vous êtes toujours au top dans votre travail, que si vous vous sacrifiez toujours pour les autres? Est-ce que vous avez ces croyances-là? Parce que moi, je sais que je les ai eues très, très, très longtemps. Que j'ai eu l'impression que ma valeur dépendait de la valeur qu'on me donnait à l'extérieur et que cette valeur que l'on me donnait à l'extérieur ne dépendait que de ce que je faisais pour les autres. Et que si je retournais le regard vers moi et que je faisais de moi une priorité sans être forcément égoïste, j'allais pas être aimée et j'allais être rejetée. Donc là, c'est quand même quelque chose de fort que je vous partage, que j'ai mis 8 ans à comprendre. Donc si je peux vous économiser du temps et de l'énergie justement, ça serait top. Est-ce que ça vous parle? Alors Julie, tu dis l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Oui, carrément. Donc si vous pensez que vous n'avez de la valeur que si, 3 petits points, il est primordial de casser cette valeur-là, de casser cette croyance, de la dégommer. Parce que vous êtes juste parfaite, vous êtes juste complète, vous êtes juste assez pour tout. En fait, vous n'avez pas besoin de faire pour être quelque chose. Vous êtes déjà, vous êtes, voyez. Et je donne souvent l'exemple de ce bébé qui vient d'arriver au monde. On l'aime juste parce qu'il est arrivé au monde, voyez. On ne va pas attendre qu'il fasse quelque chose pour qu'on l'aime. On ne va pas regarder le statut de ses parents dans la société pour voir est-ce qu'il mérite d'être aimé ou pas. Vous voyez, sa valeur ne dépend pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a comme possession par héritage. Sa valeur est inestimable juste parce qu'il est un être vivant qui vient de venir au monde. Tout simplement juste parce qu'il est. Il est juste merveilleux, il est juste parfait. Oui, Julie, la majorité, tu sais... Donc je vous disais, on a 50 000 pensées par heure et je sais pas combien on a de pensées du coup dans la journée, vous faites le calcul, mais 98% d'entre elles sont les mêmes qu'hier. Ça veut dire que
98% de nos croyances sont inconscientes. 98% de nos comportements sont inconscients. On est en pilotage automatique dans 98% des cas de la journée, du temps. Ça veut dire qu'on passe 98% de notre vie en pilotage automatique. Il n'y a que 2% du temps où on est conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, etc. Et c'est là que le switch se fait dans la tête et c'est là que le développement personnel est extraordinaire parce qu'il permet d'augmenter ces 2%. Vous voyez, on va passer de 2% à 5%, à 10%. On va commencer à agir en toute conscience. On sort du pilotage automatique, donc on rend conscient ce qui est à la base inconscient. Oui, ça dépend. Ben oui, il faut si tu n'as pas de problème de confiance en soi, ou d'estime de soi, ou d'amour de soi, ou d'image de soi, du coup, cette croyance de je n'ai de la valeur que si, tu vas pas la ressentir. Si tu as été éduqué dans un milieu vraiment favorable, bienveillant, où il y avait du renforcement positif, où on t'a toujours encouragé, où on t'a toujours soutenu dans les moments difficiles, etc., tu ne vas pas avoir développé cette croyance, ou peut-être qu'elle sera vraiment très enfouie dans ton inconscient. Par contre, si tu as été élevé dans un milieu où on t'a dit fais des efforts, c'est pas assez, tu n'as pas assez travaillé, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu comprends pas? Si t'as été élevé dans un milieu où on t'a comparé aux autres, mais regarde, pourquoi ton copain a eu 20 sur 20 alors que toi tu n'as eu que 19? Pourquoi l'autre s'est marié avec un homme riche alors que toi tu t'es marié avec je sais pas quoi? Mais je peux même pas vous donner d'exemple parce que pour moi tous les hommes sont riches, les hommes avec un grand H. Les hommes, les êtres humains, donc j'arrive même plus à comparer, à donner des exemples comme ça, ça me vient même plus à l'esprit. Mais en tout cas, vous avez compris, tout dépend de l'environnement dans lequel vous avez évolué. Tout dépend justement des messages contraignants que vous avez entendus dans votre vie. Si les choses ne sont jamais parfaites, qu'il faut toujours faire mieux, vous allez effectivement développer cette croyance que vous n'avez de la valeur que quand vous ramenez des bonnes notes, que vous n'avez de la valeur que quand vous faites les choses parfaitement bien, que vous n'avez de la valeur que quand vous rendez service aux autres, que vous n'avez de la valeur que quand vous dites jamais non. Attention, ça c'est du lourd aussi. Du coup, ça dépend vraiment. Alors, j'essaie de lire le commentaire de Virginie. J'arrive pas à voir la suite. Attends. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir besoin de propreté et de rangement pour me sentir bien. Mais ces derniers temps, j'ai réussi à m'y coller moins souvent et ça se gère. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est pas de complètement abandonner. Alors, je vais juste mettre mon téléphone à charger parce que sinon, je vais vous perdre. L'idée, c'est pas d'abandonner une croyance parce que même les croyances limitantes nous ont été ressources à un moment donné de notre vie. Donc avoir besoin de propreté, de rangement, c'est ce qui fait que tu as été une maman bien organisée, voilà, que tes enfants ont évolué dans un milieu rangé, organisé, que eux aussi vont avoir ça dans le sang, etc. Donc tu as été dirigée par cette croyance-là. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement la supprimer au point que du jour au lendemain, tu vas travailler dans le désordre. Là, il est question juste de trouver un juste milieu et de rééquilibrer. Et en fait, quand je fais le travail avec vous et qu'on neutralise une croyance limitante à jamais, qu'on l'enlève complètement de votre cerveau, je vous pose toujours la question d'abord, à savoir à quel point elle a été ressource pour vous. Est-ce qu'elle vous a, cette croyance, apporté quelque chose de positif dans votre vie quand même? Et on va identifier, coucou Fouzia, et on va identifier ce qu'elle vous a apporté de ressources. Comme ça, lorsqu'on installe la croyance ressource que vous voulez vous mettre dans la tête à la place, on est sûr de garder le côté ressource de votre croyance limitante. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi, à un moment, j'avais une croyance que je peux compter sur personne. De toute façon, je suis livrée à moi-même, je peux compter sur personne. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune, parce que ça m'a aidé à aller de l'avant, à sortir de ma zone de confort, à faire plein de choses, à n'attendre rien de personne, à me gérer, à gérer ma vie, à prendre mes décisions, etc. Ça m'a porté. Par contre, aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, je peux pas.
avoir le culot de dire j'ai besoin de personne, je peux compter que sur moi-même. C'est juste pas possible. Il y a une interdépendance, je vais avoir besoin de personnes pour m'aider dans mon travail, j'ai besoin de vous aussi, parce que c'est vous qui faites que je donne du contenu, c'est vous qui faites que j'en sois là aujourd'hui. Donc j'ai besoin de gens. Donc il faut que je retire cette croyance limitante, mais tout en gardant l'idée que l'interdépendance et la co-création sont nécessaires. Du coup, si je choisis une croyance ressource, je vais m'assurer que ces deux notions sont dedans. Vous voyez, vous voulez pas vous débarrasser d'une croyance limitante qui a quand même quelque chose de ressource en elle. Vous allez vous en débarrasser, mais quand on installe la croyance ressource, on s'assure qu'il y a toujours le positif dans ça. Sinon, votre cerveau va sentir un vide. Et c'est là que les outils qu'on utilise sont juste magiques et puissants parce qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Vous voyez? Et du coup, oui, alors ça se gère, tu trouves le juste milieu. Moi, pareil, hein, moi, je pouvais pas voir le bazar autour de moi, surtout la cuisine. Et je peux vous dire, j'ai du mal à cuisiner dans une cuisine qui n'est pas rangée. Mais j'arrive à trouver le juste milieu maintenant et j'arrive à vivre le moment présent. C'est-à-dire que même dans ma planification, je me mets 10 minutes de silence par jour, juste 10 minutes, quand les enfants vont tous à l'école, avant d'aller courir faire ce que j'ai à faire, je me prends 10 minutes où je fais rien. Où je fais rien. Voilà, rien. Je m'écoute et j'écoute le silence. Et même le silence est bruyant parfois. Parce que n'oubliez pas que vous avez des êtres humains dans vos têtes qui discutent entre eux. Et ils ne sont pas d'accord en général. C'est vos 4 cerveaux. Le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau médian et le cervelet qui se mettent pas d'accord. Et ils sont en train de discuter entre eux tout le temps. Et c'est à ça qu'il faut dire stop. Ça, c'est l'ego. C'est à l'ego qu'il faut dire stop. J'ai pas besoin de toi. Tu m'as bien aidé. Tu m'as bien protégé dans les situations difficiles et tout. Mais là, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, pour faire mon omelette, j'ai pas besoin de toi. Pour être avec mes enfants, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de t'entendre. Donc, je suis aimée que si et je n'ai de valeur que si. C'est en général la croyance qui se cache derrière l'épuisement, derrière le burn-out. Parce que quand vous en arrivez au burn-out, c'est que vous avez cru que vous n'étiez pas à la hauteur et que votre travail n'était pas reconnu et que peut-être vous allez vous faire virer et que peut-être que la réunion pendant laquelle vous avez pris la parole, c'était naze, ils ont tous vu que vous étiez nul et que peut-être ceci et que peut-être cela, ou que peut-être parce que vous n'avez pas de bonnes relations avec vos collègues, ou peu importe. Vous me direz, après réflexion, quelles sont vos croyances. Et puis, on pourra voir ça ensemble. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai eu ces croyances-là de... je n'ai de valeur que si, c'est sûr, c'est inconscient, c'est pas verbalisé comme ça. Ça devient verbalisé comme ça quand on s'y connaît un peu plus en développement personnel. Mais au départ, c'est on fait les choses pour plaire, voilà. On fait les choses pour plaire. Si mes parents m'ont toujours dit « Mounia, ne dis jamais non », eh ben, le jour où j'ai envie de dire non, je vais pas dire non. Pour plaire à mes parents qui pensent que je ne dis jamais non. Vous voyez ? Ça, c'est important de l'identifier. Si mes parents ont dit, ou peu importe, ou les profs, vous voyez, les profs qui vous disent n'a pas fait assez d'efforts, à chaque fois que vous êtes au bout de vos forces, vous allez de toute façon croire que c'est pas parfait et que c'est pas assez et vous allez vous épuiser dans la perfection. Soit vous allez vous épuiser et vous allez abandonner et vous épuiser, rentrer dans une déprime, une dépression totale parce que vous avez l'impression que vous êtes déjà fatigué et quoi que vous fassiez, ça sera pas assez. Soit vous allez essayer de faire encore plus et encore plus et encore plus et tomber dans le piège de l'illusion de la perfection qu'on n'atteint jamais et vous allez être hyper investi émotionnellement et c'est le burn-out. Quand on atteint l'état de burn-out ou l'état d'épuisement moral, c'est vraiment à cause de ça. C'est parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de faire pour être estimé, pour qu'on nous donne de la valeur, pour être aimé, pour être reconnu. Alors que quand vous êtes juste vous-même, avec vos qualités, vos défauts, décoiffés, vous voyez, avec du vernis à ongles qui est en train de partir, c'est cool. C'est être humain, les amis. C'est juste être humain.
Vous voyez, c'est juste être humain. Et là, vous dites, mais qui même me suivent. Parce que si on s'attache à ces petits détails-là, c'est qu'on n'a pas compris la puissance du message. C'est que ça vaut pas la peine de continuer à regarder un live de ce type. Vous voyez, s'il y a des personnes qui vont s'attarder sur ces détails. Ah, mais regarde, il y a un tableau d'enfant derrière elle. Elle aurait pu choisir un meilleur endroit. Je le dis souvent parce que je vois les gens réagir sur des vidéos, sur des lives. Moi, personnellement, ça me fait plus peur, ça. Ça m'est complètement égal. Parce que aujourd'hui, j'ai un niveau d'estime où je me dis que je suis moi et je m'aime comme je suis. Et c'est ok si quelqu'un ne m'aime pas. Tu vois, ça m'atteint même pas du tout. Moi, je suis là pour créer des liens avec des personnes qui réfléchissent comme moi maintenant, qui se disent purée, on va à l'essentiel là. L'essentiel, c'est de créer une communauté de femmes inspirées et inspirantes. C'est de créer une communauté de femmes qui avancent. C'est de créer une communauté de femmes qui osent. C'est de créer une communauté de femmes qui investissent sur elles parce que l'investissement sur soi, clairement, il n'y a rien de mieux. Vous voyez, je vous parlerai dans un autre live de ma question de minimalisme. C'est que moi, j'ai jamais été matériel. C'est que je préfère dépenser des milliers d'euros sur moi. Et j'ai pas honte de le dire. Je préfère dépenser mon argent dans des masterclass et des formations. Clairement, ça m'apporte bien plus qu'un jean à 120 euros. Ça veut pas dire que je vais pas acheter le jean. Ça veut juste dire que j'ai réussi à savoir exactement en quoi investir et en quoi j'allais avoir un retour d'investissement incroyable. Donc vous voyez, en fait, l'idée c'est pas de... Quand vous êtes dans la critique et dans le jugement, ou quand on est dans la critique et dans le jugement, en fait on va louper le message, on va passer à côté d'opportunités immenses. Vous savez, Mozart était dyslexique. Je veux dire, c'est pas pour autant qu'il n'a pas réussi dans son domaine. On va pas s'attacher aux fautes d'orthographe, on va pas s'attacher à celle qui sait pas bien parler français, on va pas s'attacher ça. Je l'ai découvert aux États-Unis. J'étais partie là-bas avec la peur de pas me faire comprendre et de me dire mais ils vont pas me comprendre et puis ils vont me juger et puis ils vont dire que je parle mal anglais et puis mon accent il est naze et tout. Et là j'ai remarqué qu'en fait jamais personne ne m'a jugée et qu'au contraire eux là-bas ils étaient plus impressionnés par le fait que je parle 4 langues, plutôt que par le fait que je parle mal ou que je fasse des fautes. Parce que eux, ils se sont dit, purée, nous, aux États-Unis, on n'apprend que la langue, que l'anglais, que la langue du pays, parce que c'est la langue universelle, et on n'apprend pas d'autres langues. Et c'est là que j'ai vu que la différence des mentalités. Vous voyez, donc, le but pour vous, c'est vraiment d'être vous-même, de vous accepter. Déjà, accepter votre potentiel, ok? Tout le monde a un potentiel. Pour moi, 100% de l'humanité a un haut potentiel. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont aller chercher à l'identifier et qui vont chercher à en faire quelque chose. Et il y a des personnes qui vont rester victimes de tout ça. Tout ce dont je vous parle, là, les croyances, les émotions, la société, le Covid, les enfants, tout ça. Si on choisit de rester victime de tout ça, c'est qu'on se dit qu'on n'a pas les clés pour nous améliorer notre vie et changer notre vie. Et ça, c'est pas cool. Donc moi, j'ai envie de créer une communauté de femmes qui sont responsables, qui s'engagent, qui se décident à avancer et qui se bougent et qui avancent, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Franchement, peu importe, parce que quelqu'un qui investit sur soi va investir ici et là et là. Moi, je prends des programmes partout. Dès que je suis appelée par un programme, je vais l'acheter en fait. Je vais pas réfléchir 36 000 ans. Si quelque chose me parle, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Et quand j'y vais, c'est avec l'intention de vraiment grandir, d'apprendre des choses nouvelles et de passer à l'action. Et toujours passer à un niveau supérieur. Donc la croyance je ne suis aimée que si je fais ceci et cela, elle est vraiment à dégommer. Et ce que j'ai envie de vous dire pour finir, c'est aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même et vous allez voir que l'amour des autres va tomber en place. Donnez-vous de la reconnaissance à vous-même. Estimez-vous à votre juste valeur. Et vous allez voir que la reconnaissance et tout ça, vous l'aurez de l'extérieur. C'est pas possible de recevoir des autres de l'extérieur ce qu'on se donne pas.
à nous-mêmes. Et ça, je l'ai compris il y a quelques mois aussi. Donc, vous voyez, il y a toujours des améliorations à apporter dans votre vie. Toujours. Et il y a toujours des solutions. Et comme on dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout simplement. Donc, il y a toujours des solutions. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne va pas, que vous avez envie de faire bouger et tout, eh bien, regardez les gens qui ont réussi à faire bouger cette chose et faites comme eux, ou demandez de l'aide. Demander de l'aide, c'est la première chose. C'est des choses qu'on fait naturellement. Hein. Quand on se perd en route, on demande notre chemin à quelqu'un ou au téléphone ou au GPS. Quand on veut le sel sur la table, on le demande à la personne qui est à côté du sel sur la table. Quand un enfant veut manger, ben, il va venir vous demander de manger. Je veux dire, demander, c'est naturel. Je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, on nous a fait croire que de demander, c'était de se sentir faible. Ou de ne pas se sentir à la hauteur, ou de se sentir humilié parce qu'on ne sait pas. Non, demander, c'est naturel. Il faut demander. Il faut demander, c'est comme ça qu'on avance. Et moi, je sais que prochainement, je vais demander de l'aide à plein de gens pour expanser ce que je suis en train de faire. Donc, c'est la co-création et l'interdépendance. Et vous êtes qui vous êtes, et vous êtes juste parfaite pour qui vous êtes. Tout le monde a un sacré potentiel, Julie. Bah oui, tout le monde a un sacré potentiel. C'est pour ça que j'aime pas trop les étiquettes, mais pour que ça parle aux gens, je suis obligée d'utiliser le mot haut potentiel, hypersensibilité, procrastination, syndrome de l'imposteur. Tu vois, on est obligé de... Enfin, pas obligé. Je choisis de l'utiliser juste pour que ça parle aux gens. Mais au fond, je sais que tout le monde peut être hypersensible à un moment donné, que tout le monde peut procrastiner, et qu'il ne faut pas venir justifier tous nos comportements grâce à ces étiquettes-là. Pas venir justifier tout ce qu'on fait, tout ce qui nous arrive dans notre journée, juste parce que, bah oui, c'est normal, je suis hypersensible, bah oui, c'est normal, moi, mon cerveau, il est différent. C'est normal, ceci, cela. On a tous 100% de potentiel pour agir sur notre cerveau et pour agir sur nos émotions et pour agir sur notre identité même. Quand je vous dis on peut agir sur notre identité, c'est quand même incroyable. Vous voyez ? Voilà, bah écoutez les filles, je vous remercie d'avoir été là. Je vais aller justement profiter d'un moment de silence avant de reprendre la journée de demain. Je vous remercie. Le programme Believe commence le 15 février, donc il reste 7 places. N'hésitez pas, si vous voulez profiter vraiment du tarif extraordinaire de 444 € au lieu de 999 € pour les deux semaines. Vraiment extraordinaire, magique, magnifique. Bah, n'hésitez pas, contactez-moi. Et si vous ne voulez pas, ou ça vous parle pas, ou c'est pas le moment pour vous, bah c'est ok. C'est ok. Et viendra le moment où vous n'allez pas hésiter à, comme moi maintenant, acheter une masterclass, ou acheter un programme, ou acheter un coaching, ou voilà, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une... Ah, merci Virginie. Gros bisous, merci Julie. À très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.